Elizabeth Taylor est décédée le 23 mars 2011 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, entourée de ses 4 enfants. Mais la véritable histoire de sa fin avait été écrite 2 ans plus tôt dans une directive secrète de son testament. Elle avait formulé une demande qui a stupéfié historiens et fans. Elle ne souhaitait pas être enterrée en Suisse auprès de Richard Burton, le tumultueux amour de sa vie. Elle ne voulait pas non plus reposer auprès de Mike Todd, le seul mari qui, selon elle, l'ait véritablement rendue heureuse. Elizabeth Taylor a demandé à être inhumée près de Michael Jackson. Le Monde les percevait comme un couple de superstars excentriques, la reine d'Hollywood et le roi de la pop. Beaucoup considéraient leur relation comme un simple coup de pub ou l'union de 2 âmes solitaires. Mais pour Elizabeth, Michael était plus qu'un ami. Il était le seul homme à la comprendre vraiment. C'est lui qui avait peint sa chambre d'amis à Neverland en violet pour qu'elle corresponde exactement à la couleur de ses yeux. C'est lui qui lui avait offert une photo dédicacée avec ces 4 mots que personne n'a jamais su déchiffrer, à mon véritable amour. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le regard violet d'Elizabeth Taylor pour percer ses secrets. De l'agression brutale subie à 18 ans qui mit fin à sa première grossesse à l'appel téléphonique de 15H47, qui brisa une amitié légendaire en passant par les 23 heures de siège où ses propres enfants la séquestrèrent pour lui sauver la vie. Voici l'histoire de la façon dont la plus belle femme du monde fut détruite par cette même beauté, et pourquoi elle choisit de passer l'éternité auprès d'un homme que le monde ne comprit jamais. Londres 1932. Elizabeth Rosamond Taylor, née à Hampstead de parents américains, Francis Taylor, marchand d'art, et Sarah Southern, ancienne actrice. Pendant les 8 premiers jours de sa vie, la petite Elizabeth garde les yeux fermés. Lorsqu'elle les ouvre enfin, sa mère découvre quelque chose d'extraordinaire. Elizabeth est atteinte d'une rare mutation génétique appelée dystichiasis. Une nez, double rangée de cils encadre des yeux d'un bleu si profond qu'ils paraissent violets sous les projecteurs. En 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale menaçait l'Europe, la famille s'enfuit à Los Angeles. Les chroniqueurs hollywoodiens comme Hedda Hopper furent immédiatement fascinés par la fillette de 7 ans. À 12 ans, Elizabeth était une star internationale grâce au succès de National Velvet. Elle gagnait plus d'argent que n'importe quel adulte de sa famille, ce qui brisa l'orgueil de son père. Francis Taylor s'était réinventé en mondain sophistiqué de Beverly Hills, mais en privé, c'était un alcoolique instable. Un soir de 1944, Elizabeth, alors âgée de 12 ans, rentra chez elle après une journée exténuante au studio MGM. Une dispute éclata. Dans un accès de rage dû à l'alcool, Francis frappa sa fille au visage avec une telle violence qu'il lui brisa la mâchoire. La blessure ne guérissait jamais vraiment. Elizabeth vécut toute sa vie avec des douleurs chroniques à la mâchoire et des maux de tête invalidants. Des décennies plus tard, lors d'une intervention de ses enfants, on la découvrit dépendante aux mêmes analgésiques qu'elle avait pris pour soulager la douleur que son père lui avait infligée à l'âge de 12 ans. En 1999, elle confia à Barbara Walters « Je comprends pourquoi il a fait ça. Imaginez ce que ressent un homme quand sa fille de 9 ans gagne plus que lui. » Elle ne condamnait pas la violence, elle la justifiait. C'était là le germe de sa destruction, une habitude de choisir des hommes qui la maltraitaient et de trouver des raisons de rester. Addix sept ans, désireuse d'échapper à l'ombre de son père et à l'emprise du studio Elizabeth, rencontra Conrad Nicky Hilton Jr., héritier de l'empire hôtelier Hilton. Pour le public, ce fut un conte de fées. Ils se marièrent le 6 mai 1950 lors du mariage de l'année. Mais leur lune de miel à bord du Queen Mary fut un véritable cauchemar. Nicky Hilton était un joueur compulsif et un héroïnomane qui supportait mal la célébrité de sa femme. Il l'insultait devant le personnel de l'hôtel, la traitant de petite actrice gâtée. Mais le plus sombre secret de ce mariage n'a été révélé que des décennies plus tard dans des documents juridiques. Elizabeth était tombée enceinte peu après leur union. Lors d'une crise de rage sous l'emprise de l'alcool à Los Angeles, Nicky lui avait donné un violent coup de pied dans le ventre.
La douleur était insoutenable. Elizabeth se traîna jusqu'à la salle de bain, ferma la porte à clé, et sur le sol de marbre froid, elle perdit son bébé. Des années plus tard, elle révélerait un détail qui la hantait jusqu'à sa mort. Je voyais le bébé dans les toilettes. Elle n'appela personne. Elle se lava, prit ses médicaments, et le lendemain, elle afficha son sourire MGM. Le spectacle devait continuer. Elle divorça de Hilton à 18 ans, invoquant une cruauté psychologique extrême. Mais la leçon qu'elle en tira fut dangereuse. Elle pouvait survivre à l'impensable tout en souriant aux caméras. Sécurité, tragédie et la trahison de Debbie Reynolds. Enquête de paix. Elizabeth épousa le acteur britannique Michael Wilding, de 20 ans son aîné. De leur union naquirent 2 fils, mais à 22 ans, elle comprit qu'un mariage sans passion était une mort lente. Puis vint Mike Todd. Mike Todd était un véritable tourbillon. Il était le seul homme capable de la gérer. Il organisa pour son anniversaire une fête grandiose au Madison Square Garden avec Dix 80 invités et lui offrit des diamants gros comme des noix. Pendant 13 mois, Elizabeth connut le bonheur absolu. Puis le 22 mars 1958, l'avion privé de Todd, le Lucky Liz, s'écrasa au Nouveau-Mexique. Il n'y eut aucun survivant. Le chagrin d'Elizabeth était viscéral. Elle hurla jusqu'à en perdre la voix. Sa meilleure amie Debbie Reynolds, la chouchou de l'Amérique et vedette de Chantons sous la pluie, accourut à son chevet. Le mari de Debbie, le célèbre chanteur Eddie Fisher, était le meilleur ami de Mike Todd. Eddie promit de veiller sur Elizabeth. Il a tenu sa promesse d'une manière qui a divisé l'Amérique en deux. En septembre 1958, Debbie Reynolds, intriguée par les sorties tardives d'Eddie, l'a appelé dans sa chambre d'hôtel à New York à 15h47. Eddie a répondu, mais en arrière-plan, Debbie a entendu une voix familière et sensuelle. « Qui est à l'appareil, chérie ?» C'était Elizabeth Taylor. Le scandale était le Brangelina des années 1950. Elizabeth fut qualifiée de croqueuse d'hommes et de briseuse de ménage. Mais Elizabeth n'était pas amoureuse d'Eddie. Elle pratiquait une forme de nécrophilie émotionnelle. Elle tentait de ressusciter Mike Todd à travers le corps de son meilleur ami. Le mariage était un désastre. Eddie était possessif et d'une jalousie maladive. Une nuit, Isle pointa un pistolet sur la tempe d'Elizabeth et murmura « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer, tu es trop belle. » En 1962, Elizabeth se rendit à Rome pour le tournage de Cléopâtre, le film le plus cher jamais réalisé. Elle y rencontra Richard Burton. L'alchimie entre eux était si intense que lors de leur premier baiser à l'écran, le réalisateur cria « Coupez !» mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils s'embrassèrent pendant de longues minutes sous le regard stupéfait et silencieux de l'équipe. Leur liaison fit scandale dans le monde entier. Le Vatican publia un communiqué les condamnant pour vagabondage érotique et les excommunia tous deux. Leur mariage, qui dura 10 ans, fut une symphonie de whisky de diamants et de disputes houleuses. Richard utilisait les bijoux comme une forme d'excuse pour ses infidélités. En 1969, il lui offrit la Peregrina, une perle de 55 carats chargée d'histoire royale depuis 4 siècles, ayant appartenu à Philippe II d'Espagne. Un matin, dans un hôtel londonien, Elizabeth s'aperçut que la perle avait disparu de sa table de chevet. Panique à bord. Après des recherches frénétiques, elle trouva son caniche blanc Sugar en train de mâchouiller quelque chose dans un coin. C'était la perle à 11 millions de dollars. Dieu merci, les caniches n'avalent pas leurs jouets, plaisanta-t-elle plus tard. Il y avait aussi le diamant Krupp de 33 carats. Elizabeth l'adorait car il avait appartenu à la famille qui fabriquait des munitions pour les nazis. À ses yeux, voir un juif converti porter un diamant nazi au supermarché était la vengeance ultime. Mais les bijoux ne purent enrayer son addiction à l'alcool. Ils divorcèrent, se remarièrent dans le désert africain, puis divorcèrent à nouveau quelques semaines plus tard. « Je ne peux ni vivre avec lui, ni vivre sans lui », disait-elle. C'était la définition même de son enfer personnel. À la fin des années 1970, Elizabeth était perdue.
Elle épousa le sénateur John Warner et se retrouva seule épouse d'un homme politique en Virginie, se réfugiant dans la nourriture et l'alcool pour oublier le silence. Son poids augmenta considérablement et sa dépendance aux médicaments s'aggrava. En novembre 1982, ses 4 enfants, Michael, Christopher, Liza et Maria, prirent la décision la plus difficile de leur vie. Ils organisèrent une intervention familiale. Ils la confrontèrent en robe de chambre, les cheveux emmêlés, la voix pâteuse. « Maman, tu es en train de mourir et nous assistons impuissants à ta agonie, » lui dirent-ils. Elizabeth se débattait. Elle criait, elle pleurait, elle niait tout. Elle tenta de s'échapper de la maison à 3 reprises durant les premières 24 heures. Mais ses enfants se relayaient pour garder la porte. Pendant 23 heures, le siège dura jusqu'à ce qu'Elizabeth finisse par craquer. Elle accepta d'aller au centre Betty Ford. C'est là, en thérapie de groupe, qu'elle rencontra son dernier mari, Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment de 20 ans son cadet. Il la traita comme un être humain et non comme une déesse. Leur mariage eut lieu au ranch Neverland de Michael Jackson. Michael en larmes assises au premier rang en tant que témoin. L'année 1985 a marqué un tournant dans la vie d'Elizabeth. Son ami proche Rock Hudson Est, devenu la première célébrité de premier plan à succomber au sida. Tandis que le reste de Hollywood gardait le silence terrifié par ses fléaux homosexuels, Elizabeth était furieuse. Elle a fondé l'American Foundation for AIDS Research puis sa propre fondation. Elle visitait des hôpitaux serrant dans ses bras les malades mourants sans gants ni masques, à une époque où le monde entier pensait qu'un simple contact pouvait être fatal. À sa mort, elle avait récolté plus de 270 millions de dollars. Et à ses côtés, durant les années les plus sombres de la crise, se trouvait Michael Jackson. Leur lien s'est forgé dans le feu d'un traumatisme partagé. Tous deux avaient été des enfants stars. Tous deux avaient été battus par leur père. Tous deux avaient perdu leur enfance sous les feux de la rampe. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois en 1984 à une projection de Thriller, ils n'ont pas vu des célébrités. Ils ont vu des survivants. « Nous sommes pareils », avait dit Elizabeth. « Travailler à 9 ans, ce n'est pas l'enfance. » Michael était terrifié à l'idée que si elle le connaissait vraiment, elle ne l'aimerait pas. Elizabeth lui répondit « J'ai ce sentiment tous les jours. Ayons peur ensemble. » La mère de Michael, Catherine, était ouvertement jalouse d'Elizabeth, faisant remarquer que Michael appelait Liz lorsqu'il avait des problèmes et non sa propre famille. Michael avait peint sa suite parentale à Neverland de la même couleur que ses yeux afin qu'elle soit sa première pensée au réveil. Lorsque Michael a été accusé de maltraitance infantile en 1993, le monde l'a abandonné. Elizabeth, elle, a fait tout le contraire. Elle s'est envolée pour Singapour afin d'être à ses côtés pour son 35e anniversaire, déclarant publiquement « Il se couperait les veines plutôt que de faire du mal à un enfant ». Lorsque la dépendance de Michael aux analgésiques est devenue dangereuse, le même combat qu'Elizabeth avait mené, c'est elle qui est intervenue personnellement et l'a emmené en cure de désintoxication. « Tu m'as sauvé la vie », a dit Michael. En 1999, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Michael l'aurait demandé en mariage. Interrogé à ce sujet, Michael n'a pas nié. Il a simplement répondu « J'aurais aimé ». Lorsque Michael Jackson est décédé le 25 juin 2009, Elizabeth a été anéantie. Elle a refusé d'assister aux funérailles publiques retransmises à la télévision. « Je ne peux pas participer à un cirque médiatique pour quelqu'un que je considère comme un frère », a-t-elle déclaré. 2 ans plus tard, alors que son cœur commençait à faiblir, elle laissa ses dernières volontés. Elle ne souhaitait pas les fastes d'un enterrement européen. Elle voulait retourner auprès de l'homme qui n'avait jamais cherché à la posséder, à la changer, ni à la sauver. Elizabeth Taylor repose au grand mausolée du cimetière Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en Californie, le même édifice où repose Michael Jackson. Elle avait demandé que ses funérailles commencent avec 15 minutes de retard, car comme l'a déclaré son représentant, elle voulait même être en retard à ses propres funérailles. Aujourd'hui, SCS 4 enfants gèrent une fortune de près d'1 milliard de dollars. Son parfum, White Diamonds, génère encore plus de 60 millions de dollars par an.
Sa collection de bijoux a été vendue chez Christie's pour la somme record de 137 millions de dollars. Mais son véritable héritage ne réside ni dans l'argent ni dans le cinéma. Il réside dans la lettre qu'elle a écrite à Liza Minnelli des années avant sa mort, une lettre d'une survivante à une autre, d'une femme courageuse à une autre. Nous savons toutes les deux ce que signifie toucher le fond et chercher de l'aide pour remettre de l'ordre dans nos vies. Et nous savons toutes les deux combien il est difficile d'affronter nos démons et de les apprivoiser aussi douloureux que cela puisse être. Elizabeth Taylor a passé sa vie à caresser ses démons, avec des pilules de l'alcool des hommes qui ne la méritaient pas et des bijoux qui brillaient plus fort que sa réalité. Mais finalement, elle a trouvé la seule chose qu'elle cherchait depuis ce jour, de 1944, où son père lui avait cassé la mâchoire, elle a trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment. Elizabeth Taylor et Michael Jackson avaient compris ce que peu comprennent l'amour le plus pur n'a besoin ni de certificat de mariage, ni d'intimité physique. Il suffit de présence de loyauté et de la certitude que lorsque le monde vous déchire, une personne sera toujours là pour vous soutenir. Elle a choisi de reposer auprès de Michael Carr dans un monde qui a consumé sa beauté et ignoré sa douleur. Il était son seul et véritable amour.